ouais tout j'ai braqué sous. J'en tout cas semble écouter miel ou. Même femelle vle vin font la cour. Bien ça qui campé au jaloux. Ou met tout le monde au garde à vous. Personne va faire demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. Ou quand tout le monde attendait. À souhait à la c'est vous qui règne. Ou méritons beaucoup t'amène. Aïe, ou mettez l'autre dans la peine. Ou sans problème, qui va de solution. Ou sans poème, qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui est sous tension. Ou fait les hommes à soleil, ou fait la femme de Plus de musique. C'est une émission économique, je vous rappelle. D'accord. La communauté, on va parler d'économie aujourd'hui. J'ai voulu faire une introduction pour vous dire aussi qu'on retrouve très souvent les afrodescendants dans des dynamiques de musique. C'est, voilà, notre business, c'est souvent musique, c'est boîte de nuit, c'est événementiel. Eh bien, on ne fait pas que ça. Et aujourd'hui, on va donner la parole on va commencer par une émission qui nous tient à cœur, puisqu'on va faire un voyage avec les trois communautés. Communauté haïtienne, la communauté indienne et la communauté syro-libanaise. L'objectif, c'est de montrer comment ça fonctionne, quelles sont les raisons de la réussite, qu'est-ce qu'il faut analyser, et aussi se projeter pour donner des exemples à ceux qui entreprennent aujourd'hui, des exemples d'abnégation, des exemples aussi par rapport à des communautés qui arrivent souvent avec rien en poche, et qui pourtant sont au combat. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir de beaux invités. Nous allons parler de la communauté haïtienne pour débuter. Et le thème de l'émission, c'est quelles sont les raisons de la réussite économique de la communauté haïtienne. Plusieurs sujets. Nous allons tout de suite passer des interviews, puisque nous avons fait un micro WhatsApp trottoir. J'ai inventé ça, c'est nouveau. Micro WhatsApp trottoir. Notez ça parce que ça va. Dans quelques temps, ça va être. Voilà, le nom va être consacré. On va vous écouter, vous, qui avez pris la parole, pour donner votre avis sur les raisons de cette réussite. Avant tout, avant le lancement, on va saluer nos amis. Et ce sujet-là, je pense qu'il va être très, très, très intéressant. Et les trois sujets, vous pourrez les reconsulter sur nos différentes plateformes de replay. Je suis Patrice Jean, j'ai commencé un peu par la fin, mais le sujet me plaît et je suis content de vous recevoir, chers téléspectateurs. Français, mais comment tu vas? Très bien. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Toujours enjoué d'être là et de partager une heure avec eux. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes en direct en télé, mais aussi sur Facebook de Canal 10. YouTube aussi, on est là. YouTube aussi. Voilà. Brigitte, comment tu vas? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et puis, vous avez la possibilité de revoir l'émission sur la chaîne YouTube de Culture Business, sur le Facebook de Culture Business également. Voilà. Aujourd'hui, nous avons deux sujets très intéressants. Un sujet très intéressant. Voilà, on va donner la parole à nos invités pour se présenter. Ensuite, on partira avec nos différentes interviews pour planter le décor. Nous avons un invité aussi qui est d'ores et déjà avec nous, qui s'appelle Christophe Pilon. On l'appelle aussi Christophe Bull, qui est un homme d'affaires, qui est à Miami et qui va intervenir avec nous par téléphone. Je vais présenter Lufette Bernadotte. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien. Voilà, bienvenue ici. Alors, tu es la gérante de deux structures. Donc, c'est Tilifet, pardon. Tilifet, c'est mon petit nom, oui. Dalimène. La Dalimène. La Dalimène, d'accord. Voilà, bon, on va te laisser te présenter rapidement. Et ensuite, on ira dans le sujet tout à l'heure. OK, donc comme on a dit, Tilifet qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est accompagnement administratif pour la communauté, et une roulotte où je sers les bons plats de la caille. Alors, je suis à l'angle du boulevard Nelson Mandela et la rue des Cités-Unies, dans le parking du Centre des Arts, à Pointe-à-Pitre. Alors, tout de suite à côté de toi, celle qui est dans son téléphone.
On va mettre des sanctions. Hein. C'est ça. Elle s'appelle Johanna Font et elle est consultante certifiée en immigration au Canada. Alors, tu travailles pour le KMTUM, qui est le service administratif. Immigration, pardon, je me suis trompé. Donc, en fait, le cabinet, c'est Chemtom Canada, KMTOM, d'accord. service immigration. Très bien. Donc, c'est le cabinet dont je suis la directrice, en fait, la CEO. Et l'objectif, justement, c'est d'aider toutes les personnes, donc toute communauté confondue, pour ceux qui veulent travailler, vivre, immigrer, étudier, entreprendre sur le Canada. Donc, je les aide dans leur démarche administrative de manière à construire des dossiers qui seront conformes aux lois et aux règlements du Canada et pour augmenter aussi leurs chances d'être validés par le gouvernement canadien. Donc, c'est ça. Travailler avec toutes les communautés étrangères? Toutes les communautés. Ok. Et Toutes. quelle est la place de la communauté haïtienne? Magnifiquement grande. Elle est vraiment très grande, elle est très présente, elle est très active. En tout cas, moi, je suis basée pour le moment sur la province de Québec. Donc, j'ai pu faire 2 villes, Montréal 4 ans et Québec-Ville 4 ans. Mais je vais me calmer quand même. Stop. Ils sont trop pressés. Ah, Ils sont mon trop cher, pressés. elle m'a posé une Sur la- question, j'ai répondu. Ils sont trop pressés. On va présenter notre troisième invité, Monsieur Bull Christophe. Christophe? Christophe? Allô, Christophe? Oui, tu m'entends? Oui, ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Oui, quel Et temps merci il fait à à- Miami? Ah, il fait bon, il fait toujours bon en Floride. Eh ben, c'est beau. Alors, toi, tu es Christophe Pilon ou Christophe Bull? Comment t'appelles? C'est Christophe Paulinet. Paulinet. Christophe Paulinet. Et Bull, c'est une référence au marché pratiquement parce que il y a quelque chose qui s'appelle un bull market et un bear market. Bull market, c'est quand ça va bien et bear market, c'est quand ça va mal. Alors mes amis ont commencé à m'appeler Christophe Bull parce que je parle toujours des marchés boursiers et tout ça. Et franchement, mais la vérité, c'est que mon nom, c'est Christophe Paulinet. Et l'histoire commence pratiquement en 2007. J'ai déménagé d'Haïti pour aller aux États-Unis pour faire mes études. Et ça a marché comme beaucoup d'autres Haïtiens. Il y a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de problèmes au commencement. Et maintenant, on pourrait dire que nous sommes une communauté qui vit assez bien aux États-Unis et qui fait beaucoup de progrès. Et je suis excité de partager toutes ces expériences avec vous ce matin. Très bien. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Je rappelle que nous avons été en contact vraiment de manière fluide. Tout de suite, il a décidé de jouer le jeu. De même que pour toi, Lufette. Donc, je vous remercie parce que ce n'est pas souvent évident. On a eu beaucoup de gens qui ne voulaient pas prendre la parole pour des raisons et d'autres. Mais vous avez accepté de jouer le jeu. Donc, on va aller dans ce sujet. Tout de suite, on part du côté des interviews. Comment j'ai dit ça déjà? J'ai même oublié le terme que je viens d'avoir. WhatsApp. C'est pour ça que j'aime bien avec des femmes. WhatsApp. WhatsApp, micro-trottoir. On y va. Avant ou commencer joue 3. Ou doit connaître Ce que je voulais dire, les Haïtiens sont venus chez nous, non pas parce qu'ils n'avaient rien à faire chez eux, ni parce qu'ils avaient envie de voyager, prendre tant de risques et venir dans le pays voisin. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils sont là parce qu'ils ont faim, ils sont dans la souffrance et ils en ont marre. Ils sont venus chercher la vie. Ils sont des bosseurs qui n'ont pas peur de travailler. Et puis, ils sont fraternels, très fraternels. Le tête collée sur le point fort. C'est le point fort. Tous unis pour un et un pour tous. Rien ne passe, rien, ils ne lâchent rien. C'est y'en a l'autre. En Haïtien, c'est on main qu'à laver l'autre. Les gens que nous connaissons faire ça en Guadeloupe, nous qui laissons garder les autres, laissons garder qu'à voisins, nous qu'à faire, au lieu nous prévoir faire bidon en nous qui arrivons bout. Ils sont pas plus forts que nous, hein. Ils sont pas meilleurs que nous.
mais ils sont organisés. Nous pas une organisation. Les gens qui peuvent faire tous ces business ça, nous qui arrivons bout en pays, c'est bien fort. Vous parlez de succès économique, sous-tend effectivement qu'on part d'un postulat, alors que bon, peut-être que c'est à pondérer. Hein, est-ce qu'effectivement il y a un succès économique à vous dire? C'est quelque chose à questionner, mais en tout cas il y a de bons exemples, en tout cas il y a certaines réussites. Et bon, on connaît quand même certains exemples, certaines raisons. On a des fonctionnements techniques avec la tontine, la fameuse tontine, et tout ce qui est colle, donc c'est-à-dire on va dire des mises en commun en fait, de moyens, de ressources pour pouvoir monter un commerce, le gérer. On a une approche aussi diasporique qui est différente, puisque du coup on est haïtien en Guadeloupe, donc du coup effectivement ça devient un tronc commun et un objet effectivement donc, qui est fédérateur. Et puis en dehors de la communauté haïtienne, mais a priori la minorité qui se retrouve à l'étranger est souvent encline effectivement à fonctionner en communauté et à faire des choses en communauté. Après, selon effectivement la mentalité, la culture, on parle d'Haïti, donc un pays qui est indépendant, première république indépendante, donc qui a peut-être une inclinaison naturelle aussi à être indépendant. C'est pas le cas de tous les territoires, c'est pas le cas de tous les pays, voilà. Il y a ces aspects-là qui sont autant anthropologiques, autant techniques qu'il faut considérer. Mais en tout cas, effectivement, il y a de bons exemples. On pense à KSS, il y a pas mal d'illustrations, en tout cas, de bons exemples de réussite en termes économiques pour la communauté haïtienne. Et que du coup, pour le coup, plutôt que pour certains esprits chagrins que s'en émouvoir, mais peut-être en tirer des leçons positives pour justement s'upgrader et dire comment nous, effectivement, nous améliorons notre fonctionnement en communauté. Non seulement ici, en Guadeloupe, même si on est en majorité, mais également dans l'Hexagone, puisque pour faire vite, mais il y a le principe des soirées antillaises qui existe et force est de constater que c'était une force pour les Antillais ce fut temps à Marseille, qui a d'ailleurs ce qui a contribué à ce que des personnes comme Francky Vincent, comme Joël de Cocotier aient vraiment un pied à l'étrier du côté de Marseille. Et malheureusement, petit à petit, ces personnes se sont déplacées de Marseille, Montpellier, Bordeaux, etc. Et tout, et la relève n'a pas forcément été au rendez-vous. Et on a un cas pratique de voir comment nous, on n'a pas peut-être réussi soit à développer ou à pérenniser ce fonctionnement communautaire en milieu exogène. Voilà. Quelles sont les raisons du succès économique de la communauté haïtienne? Je pense que les Haïtiens essaient beaucoup entre eux, qu'ils ont un réseau bien à eux. Ils travaillent ensemble, ils cotisent ensemble peut-être pour faire des projets, pour ouvrir des entreprises, voilà. Je pense que c'est probablement dû à la misère au pays, donc c'est plus facile à plusieurs que tout seul, qu'on est dans la misère et voilà. Je pense que la principale raison, c'est la communauté. Ils s'entraident et ils s'aident. Ils achètent à plusieurs. Même si c'est par 10 euros, par 10 euros, ils s'entraident et ils s'aident. Dès que quelqu'un arrive, on l'aide, on lui dit comment faire et toute la communauté se met d'accord. Et pour être un petit peu dans le milieu, grâce à mon compagnon, quand ils commandent des marchandises, ils commandent tous ensemble. Et donc ils ont su se mettre ensemble. Ils ont su faire communauté, ce que nous, en Guadeloupe, on n'a toujours pas pu faire. Et c'est pour ça que maintenant, leurs boutiques fleurissent. Parce qu'ils savent comment être une communauté. Deuxième chose aussi qui leur permet de réussir, c'est qu'ils travaillent dur, on va pas se leurrer. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils bossent dur. Voilà, ils travaillent dur. Et quatrième chose, pour eux, il n'existe pas de petits métiers. Ils n'ont pas honte de faire ci, honte de faire ça, ou ah ouais, ils n'ont pas senti trop haut pour faire certaines choses. Ils savent que tous les métiers sont bons à faire. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et dernier point, à mon sens, qui fait que s'ils réussissent, c'est parce qu'ils ont une communauté. Ils savent aussi que là-bas, ils ont des gens à nourrir, ils ont de l'argent à envoyer. Il y a une contribution à apporter. Donc, il faut que tu travailles dur pour pouvoir apporter ta contribution et réussir ici aussi. Alors, pour moi, ils ont très bien compris le système que on ne peut pas fermer une entreprise, petite ou pas, à 19h. À 23h, ils sont toujours ouverts. Ils ont un système bancaire
très, très sophistiqués qu'ils font entre eux et qu'ils peuvent s'approvisionner facilement par rapport à leur système bancaire qui est comme le Guadeloupéen fait, mais en petite monnaie. Ils ont à peu près 1000 euros de chitou par mois ou par semaine. Il y a ceux qui commencent par 50 euros par semaine et finissent à peu près 1000 euros par semaine. Alors ils ont un système bancaire très pointu, très, comment te dire, très sophistiqué. Et pour pouvoir les fréquenter, je sais que ils ont tout compris du business. On ne peut pas fermer une boutique, le coiffeur à Pointe-à-Pitre à 22h, il est ouvert toujours. Ils ont compris qu'après 19h, il y a toujours un système qui fonctionne et leur système fonctionne comme ça. La communauté haïtienne enregistre un succès au niveau économique parce qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas peur de s'engager, un peuple qui se soutient entre eux dans leur communauté. Nous reculons pour nous engager, pour bâtir, pour nous unir, mais eux, ils se tiennent par la main. Et c'est vrai que leurs activités ont pris beaucoup d'essor sur le territoire parce qu'ils ont mis le temps et ils ont pris le temps de nous étudier, de voir que nous reculons. Et eux, en fait, ils ont pris le dessus, ils ont pris un pas en avant sur nous. C'est vraiment dommage. Nous n'arrivons pas à nous comprendre, à nous entendre. Et quand un Antillais bâtit, à côté, nous avons en fait ceux qui sont autour, qui essaient en fait de barrer la route, de nous empêcher de nous développer. Et c'est vraiment dommage pour nous, Guadeloupéens. Nous devons réfléchir au lieu de critiquer ce peuple, au lieu de toujours vouloir leur noircir la face. Eux, ils font preuve d'intelligence. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour nous, mais ils ont compris comment fonctionner, comment interagir sur le plan économique. Et nous avons beaucoup de recul. Voilà. On va prendre du recul, nous aussi. Alors, je vais résumer un petit peu ce qu'on a entendu. L'organisation, la solidarité, les tontines. Est-ce que la misère au pays est une motivation qui conditionne le travail en commun? On a parlé aussi commander ensemble, tout ce qui est la possibilité d'acheter des achats groupés. Un gros problème en Guadeloupe, on a eu plusieurs tentatives ont été faites qui se sont soldées souvent par des échecs. La question de travailler dur au mal, et l'ouverture tardive, on le voit dans certaines communes, les Haïtiens qui ont repris des commerces ont imprimé le 6h, 22h et les autres ont été obligés de suivre. C'est clair, c'est le marché, c'est le marché. Voilà. Et elle a parlé aussi de nous étudier pour comprendre les failles et se positionner. Il y a aussi la question de la diversité, puisqu'on retrouvait la communauté haïtienne très souvent dans des métiers dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont un peu dans tous les domaines. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à réagir sur les commentaires. Je voudrais juste rajouter à ce que tu as dit, effectivement, la mise en réseau, le réseautage, et puis l'importance de la diaspora. Très bien. L'importance de la diaspora et puis l'abnégation dont fait preuve la communauté haïtienne. François-Aimé ? Je n'ai rien à rajouter après ça. Voilà, on va parler directement aux concernés. Alors, est-ce que la communauté n'a pas de défaut? J'ai entendu quelque chose de magnifique. Voilà, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Donc, plusieurs générations arrivent en Guadeloupe. On va parler de la Guadeloupe, mais notre ami est à Miami. Pour nous, qui justement menons l'émission,
c'est une dynamique qui ne concerne pas, l'émission d'aujourd'hui ne concerne pas que la Guadeloupe, d'accord? On parle de comment un Haïtien vient dans un pays, comment il tisse sa toile, comment tout le système s'organise pour faire en sorte qu'il y ait un essor économique, d'accord? Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir les générations qui sont arrivées, beaucoup naissent ici, comment ça se perpétue? Est-ce qu'il y a une éducation financière? Est-ce qu'il y a un mindset particulier? Ça, c'est un mot qui est propre à notre ami France Aimé, qui est coach en entreprise. Alors, dites-nous tout, on veut tout savoir. Donc, alors, je rappelle que nous sommes avec Christophe, qui peut intervenir à tout moment, qui est du côté du téléphone. On va, et Lucette va... Voilà, c'est Lucette. Waouh, Lucette. J'ai transformé ça en Lucette. Lucette qui est avec nous. Je vous écoute, on vous écoute. Ben, ça m'a fait doucement sourire quand j'ai entendu le dernier intervenant disant qu'on était super organisé, qu'on avait tout compris. C'est pas la lecture que j'ai sur le terrain, parce que bizarrement, le regard que vous portez sur nous, les Haïtiens, c'est pas le regard que nous portons sur nous-mêmes. D'accord. Malheureusement, je ne sais pas d'où ça sort, mais on a tendance à dire, ouais, mais entre nous, au pas qu'à faire Haïtien confiance, Haïtien et c'est mon qui remet zin, Haïtien pareil, mais ouais, compatriotes les réussis. Ah, vous dites ça aussi? Mais oui. et j'ai tendance à dire à la communauté que ils pensent que vous n'avez pas de problème, en fait. Que vous réussissez super bien, que vous n'avez pas de soucis entre vous pour entreprendre et tout ça. Donc, j'ai tendance à leur dire, moi, j'ai la chance d'avoir les deux cultures, puisque je suis née à Saint-Martin, j'ai grandi en Guadeloupe, et dans une famille haïtienne. Donc, j'ai toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs, et ce que je vois, c'est qu'on est exactement pareil, avec des défauts et aussi avec des qualités. Il n'empêche le fait, on est obligé de constater, c'est-à-dire qu'il y a un fait. Si les gens mais je vais remarquent. t'expliquer d'où ça sort. Okay. Notre ami du côté du téléphone, tu interviens quand tu veux. Hein? Ah, oui. La vérité, c'est que... Attends, elle va poursuivre. Elle poursuit, après tu interviens. Le truc, c'est que l'Haïtien, quand il arrive ici, il entreprend. C'est même pas, je veux dire, c'est pas comme si on leur apprenait à entreprendre. Chez nous, là-bas, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'entreprise. Donc, les gens font... Et vous verrez qu'ici, les Haïtiens, ils sont souvent dans l'informel. D'accord? C'est anti-bitin par là, à la rue Frébeau, le sac cabas, la nourriture dedans. On a l'habitude de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que le pays n'offre pas la possibilité d'avoir des entreprises qui embauchent. Et donc, les gens sont obligés de s'embaucher eux-mêmes. D'accord? Donc, je ne parle même pas d'entrepreneuriat. Pour moi, tu arrives ici, il faut que tu manges. Souvent, on arrive en situation irrégulière, donc il faut bien manger, il faut bien boire. Donc, les gens se débrouillent, ils font avec ce qu'ils ont, et c'est souvent le commerce. Donc, ça va être dans la nourriture, les vêtements éventuellement, ça va être les hommes gros bras, donc ils vont travailler dans les champs, voilà, c'est ça. Et on n'a pas la même lecture. On n'a vraiment pas la même lecture. Christophe, ton sentiment? Tout à fait partagé. Tout à fait partagé. Mais je vois ça aussi dans l'angle de ce que les Américains pratiquement appellent the person that has nothing to lose. Alors quand les Haïtiens ils déménagent, ils laissent Haïti. Beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Le ciel est la limite pratiquement. Et pour eux, c'est totalement différent de ce que nous avons en Haïti. Et franchement, prendre avantage de tout ça, c'est censé. Mais la vérité aussi, c'est que nous travaillons vraiment dur. C'est dans notre sang. Les Haïtiens, ils n'ont pas peur de travailler. Alors, n'importe quel travail, n'importe quoi, ils sont prêts, ils sont débrouillards. Et ils ont bâti la réputation aussi. Aux États-Unis, et spécialement en Floride, tous les gens qui savent que, hey, les Haïtiens, ils travaillent dur.
Alors, c'est comme ça qu'on bâtit une réputation. Et ça m'a étonné aussi d'écouter tous les fleurs que vous nous envoyez parce que dans notre communauté, nous ne nous faisons pas confiance. Ça fait déjà 16 ans que je vis aux États-Unis. Christophe, excusez-moi, mais je vais vous arrêter. Vous nous dites que vous ne vous entendez pas forcément entre vous, mais on vous voit faire ensemble. On vous voit, moi je les vois. La culture haïtienne, elle est tellement forte que, quel que soit l'endroit où vous verrez un Haïtien, vous verrez un deuxième Haïtien, un troisième Haïtien, parce qu'on a l'habitude de vivre en base, c'est-à-dire qu'en communauté. Donc, vous allez avoir une boutique, la communauté haïtienne, parce qu'on a un riz qu'on aime, on a un maggi qu'on aime, voilà, donc on va se retrouver ensemble dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne... On aime Haïti. Voilà, on aime Haïti, tout à fait. Mais en ce qui concerne l'organisation, c'est-à-dire se fédérer pour pouvoir construire quelque chose de solide en Haïti, qui puisse avoir de l'impact pour que ça puisse changer la façon dont les... À l'intérieur du oui. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que dans votre éducation même, c'est diffusé naturellement chez vous que quand il y a un, on est solidaire? On le voit même pas comme... On est ensemble. On est ensemble. C'est ça, c'est automatique chez vous. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, même dans la façon de parler des Haïtiens, vous verrez que lorsqu'on se reproche quelque chose, on va se dire, par exemple, moi je gueule mes enfants, nous toujours fait ça. Je parle pas de moi, hein, mais on dit nous, d'accord? Donc c'est vous dire que même dans le langage, il y a la communauté, il y a le fait d'être ensemble. Mais est-ce qu'on arrive à se fédérer pour bâtir des choses ensemble? Alors, moi, j'ai une question pour vous deux. Sur le Canada. Lorsqu'on parle de fédération sur le Canada, la communauté haïtienne est fédérée. Je pense en fait que justement dans la communauté, par rapport à votre histoire aussi, parce que votre histoire n'est pas anodin, vous avez quand même été, sur toute la Caraïbe, le premier à être indépendant. Il ne faut pas l'oublier. Donc en fait, et c'est vous qui avez fait l'effet domino sur les autres, sur la Caraïbe. Donc déjà là, le peuple, l'histoire même en soi, et oui, les Haïtiens portent leur culture. Il y a un sentiment de fierté selon... mais c'est pas ça, mais ça respire dans leur port. Moi, je les vois là-bas, les gars, c'est... Ah oui, nous, Haïti, les gars vont pas te dire je suis américain, je suis canadien. Non, les gars, je suis haïtien. Même s'ils n'ont jamais été en Haïti. Et justement, au Canada, donc pour venir sur le côté de la fédération, je le vois parce que le Canada est une terre qui leur permet de le faire. Donc, on a une stabilité économique, on a une stabilité politique. Et là, justement, c'est là où toute leur graine prend essor et fleurit parce qu'ils ont une terre propice à le faire. En Haïti, on voit le déclin politique sur plusieurs années, sur des décennies. Donc, c'est difficile, en fait, en tant qu'investisseur même et entrepreneur, on a quand même ce déclic de dire, ouais, mais en PKA, il y a si on terre ou tout bitin la bancale, on ne peut pas simer on bitin. Il n'y a rien qui leur permet de le faire. Excusez-moi, ce qu'on va essayer de faire, je pense qu'on va essayer de se concentrer sur la diaspora. D'accord? Pourquoi? Si on va rentrer dans des contingences concernant Haïti, on rentre dans trop de domaines. D'accord? On est dans une émission économique avant tout. L'idée, c'est de comprendre comment j'arrive dans un pays, parce que les Antillais aussi partent. Et malheureusement, désolé de le dire, ils n'arrivent pas à retrouver un système comme celui-là, à fédérer. Pourtant, il n'y a pas de contingence. Ce n'est pas des réfugiés économiques. Vous avez parlé je parle des deux. Vous avez parlé de la question du fait que vous êtes dans un pays où il y a une situation qui fait que quand vous êtes ici, vous arrivez à fonctionner ensemble. Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens de Saint-Domingue qui viennent, qui ont les mêmes difficultés. Il y a des gens de Dominique qui ont les mêmes difficultés. Pourquoi il y a cette différenciation? Pourquoi on a l'impression que le côté de justement cette puissance en termes de collectif est plus active chez vous? C'est ce que nous, on observe. Mais peut-être parce que les autres nous mettent dans cette position-là. Parce que quand on arrive ici, vous le verrez partout. Moi, je me rappelle quand j'étais petite,
on me traitait de sale haïtienne. Donc, c'était... Ah oui, mais justement, on doit parler de ça. Du coup, le fait exactement. Le fait d'être discriminé, le fait d'être rejeté, méprisé, ça fait que vous nous mettez ensemble. Dès qu'il s'agit d'un Haïtien, vous nous mettez ensemble. Donc, on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'être ensemble dans ce sens-là. Je suis désolé, mais on fait la même chose. Les gens de Saint-Domingue, c'est pire. Les gens de la Dominique, très souvent, on les a traités de voleurs, de toutes sortes de... Voilà, les 3 communautés ont été stigmatisées. Oui, mais est-ce que c'est comme les Haïtiens? Est-ce que c'est aussi fort que l'Haïtien? Je pense. Quel que soit l'an... Comment? Christophe, tu voulais intervenir? Ah ouais, j'allais dire que c'est vrai, c'est une bonne emblématique, c'est que à cause de la discrimination, justement, les Haïtiens n'ont pas le choix que de rester ensemble. Mais pour moi aussi, il y a aussi ce problème est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Parce que, comme on le disait tantôt, on a aussi les problèmes que vous pensez que nous n'avons pas. Et la vérité, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est dans notre sens. C'est ce que les Haïtiens font. Haïti n'est pas un pays où tu vas au collège et tu deviens un avocat et tout ça. Et puis chez toi, tu travailles, clairement pas. Oui, pour beaucoup d'Haïtiens, c'est I have to figure this out. Qu'est-ce qu'on fait? Et pratiquement, on dessine notre avenir. Et ça ne change pas quand on voyage et tout ça. Et au contraire, ça s'amplifie. Mais la vérité, c'est que j'ai vécu à New York et je vois comment les communautés juives, comment ça fonctionne. Et ils ont un sens de communauté qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et quand on travaille dur, c'est bien, mais quand on travaille dur et on travaille ensemble, c'est très bien, mais quand on travaille, comme les Américains le disent, il ne faut pas travailler dur. Don't work hard. Il faut travailler bien. Efficacement. Exact. Il faut travailler bien, il faut travailler en commun. Et les Juifs, aux États-Unis, il y a un dicton qui dit que l'argent juif passe par 18 000 juifs avant de sortir de la communauté. Et je pense que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, mais en tant qu'Haïtiens, je dois l'admettre, nous travaillons très, 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 très dur. Nous n'avons pas peur de travailler. Et je pense que les Haïtiens, en général, ils sont de très bonne nature et aiment aider les autres. Mais la dynamique du pays, et je sais que ce n'est pas le sujet, ne facilite pas cette cohésion. On est d'accord. Vous êtes Brigitte? Oui, alors pour... question à l'UTF, est-ce que le fait d'être beaucoup plus visible par nous, Guadeloupéens, que la communauté haïtienne, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus dynamique, c'est pas dû au fait qu'il y a, en termes de pourcentage, en termes de nombre d'Haïtiens sur le territoire, de ce que j'ai pu lire, on a environ un peu moins de 10% de communautés étrangères, enfin la communauté haïtienne représente plus de 10% des communautés étrangères, donc c'est peut-être ce qui ferait qu'on en est plus... Vous avez une impression que... Voilà, est-ce que c'est une question? Oui, moi je pense que c'est vraiment une impression. Et puis, quelles sont les entreprises? C'est ça. Il faut se poser cette question-là. C'est souvent, ça va être des boutiques, ça va être sur le marché, ça va être dans la maçonnerie, dans le bâtiment, voilà. Mais après, quels sont les postes vraiment à responsabilité qui peuvent vraiment changer quelque chose pour la communauté haïtienne? Dans l'immobilier. Oui, dans l'immobilier. Ça commence. Mais en vrai, et le frère disait tout à l'heure, les Haïtiens travaillent dur, mais je ne sais pas si ça sert les Haïtiens, le fait de dire que les Haïtiens sont des bosseurs, ils travaillent dur, parce que toutes les tâches ingrates, ce sont les Haïtiens qui le font. Alors, est-ce que c'est pas dû, j'ai une question, aux qualifications? Parce qu'on est dans un système français où c'est le diplôme qui permet de gravir ou de faire l'ascension sociale. Non, c'est une question. Oui, c'est une très, très bonne question. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui arrivent ici avec des diplômes et qui se retrouvent femmes de ménage. Il y a pourquoi? Parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus ici. Le problème des équivalences. Des problèmes des équivalences par rapport au fonctionnariat. Ce problème n'est pas seulement français. Il est systémique au Canada aussi. OK.
Donc je pense que systémique. D'ailleurs, en Canada, on va parler de racisme systémique. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y a effectivement le commerce, la restauration, d'autres secteurs d'activité, donc le BTP, l'agriculture, bien sûr. Alors, on voit que dans ces secteurs-là et dans tout secteur, même au quotidien, il y a une solidarité. Donc, la solidarité qui a été le maître mot qui est revenu dans l'ensemble des interviews que nous avons eues tout à l'heure, solidarité d'un point de vue sociétal, je dirais, pour le quotidien. Mais j'aimerais bien qu'on définisse... Comment vous voyez cette... Oui, qu'est-ce que vous entendez par cette solidarité? On a parlé la solidarité, justement, c'est grâce à notre amour pour notre culture. Ça, c'est évident. Les Haïtiens, j'ai été en Allemagne, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde, et les Haïtiens, et ils vont à l'étranger et ils cherchent à manger leur nourriture. Oh, il n'y a pas de tasso. C'est la vision commune, en fait. Exactement. Quand on est quelque part, on cherche Haïti. Parce que la vérité, c'est que la majorité des Haïtiens, ils adorent Haïti. Ils ne veulent pas quitter Haïti. Et la vérité, c'est encore une fois, il faut retourner à l'économique d'Haïti, qui est totalement précaire, et ils n'ont pas le choix. Alors, quand les Haïtiens vont quelque part, ils assimilent, mais plus important pour eux, c'est de créer leur Haïti où ils sont. Alors Christophe, ma question est la suivante. Est-ce que c'est l'ambition que vous avez qui vous permet d'aller aussi loin dans les pays où vous allez, ou bien ce sont les obligations que vous avez en tant que diaspora d'aider votre famille là-bas en Haïti? Laquelle? Un peu des deux. Disons 50-50. Les Haïtiens sont extrêmement ambitieux. Le commerce, c'est dans notre sang. Nous avons des gens en Haïti qu'on appelle les Madame Sarah. Ce sont des femmes qui voyagent autour du pays et facilitent dans des conditions tout à fait précaires que le commerce d'Haïti fait pratiquement se partage. Est-ce que ce sont les personnes qu'on appelle, nous, les colporteuses? Avant qu'on appelait les colporteuses, c'est ça ou pas? C'est quoi les colporteuses? Elles allaient chercher des produits et revenaient vendre ici, elles faisaient le commerce. Oui, ça va être un peu comme les Haïtiens. Voilà, qui c'est partent ça. en commune Voilà, avec les sacs sur la tête, c'est pratiquement la même chose. Ouais, justement, mais je dis 50-50 parce que cette affaire d'obligation, c'est énorme. En 2020, les Haïtiens ont envoyé 3,9 milliards de dollars à Haïti. C'est beaucoup. Et aux États-Unis, ils appellent ça le black tax. Ça veut dire que même si vous faites beaucoup de progrès, comparé à quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, tante en Haïti qui attend, c'est le résultat à la fin, c'est différent. Mais la réalité, c'est que quand on a des responsabilités, il faut comme disent les Américains, you have to rise to the occasion. Et on n'a pas le choix. Alors c'est 50-50. Est-ce que nous, en tant qu'Haïtiens, nous sommes ambitieux? Totalement. Alors, une question pour vous deux. Est-ce qu'on a parlé en préparation d'émission d'une éducation financière? Oui, c'est ça. Nous, les afro-descendants de la Guadeloupe, les parents, très longtemps, ont dit aux enfants, faut fonctionnaire, pas en tel là, pas en là, c'est métier parfait pour vous. Entendez des gens dire, tant qu'on a envie, vous payez un tel là, alors qu'ils avaient un patrimoine. Hein? Donc, ils n'ont même pas transmis ce patrimoine-là. On refusait que les enfants aillent dans la terre parce qu'on avait des connotations dans la tête. La pêche, même l'artisanat, ils ont beaucoup de familles ont découragé leurs enfants en disant que c'était difficile, c'était un dur labeur. Donc, ce qui fait qu'une génération est partie vers la France, aller faire des métiers, on ne va pas revenir là-dessus, le fonctionnariat. Est-ce que vous, quand les enfants naissent, quand ils évoluent, quand ils grandissent, quelle est l'éducation financière? Qu'est-ce qu'on leur dit? Puisque eux aussi vont à l'école. Eux, ils ne sont pas dans la situation, ils ne sont pas nés en Haïti, ils n'ont pas les problématiques économiques qu'on décrit. Comment on construit leur mental? Alors, pour ma part, ma mère, elle a été, quand elle est arrivée ici, elle était commerçante, donc elle a beaucoup voyagé. Ensuite, elle s'est mise dans la restauration.
Mais elle n'a jamais voulu que je fasse pareil qu'elle. Pour elle, parce que c'était quelque chose de trop difficile et qu'elle payait l'école, c'était pas pour que je fasse de la restauration. Et surtout, quand c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent dans les formels. Donc, c'était à la maison d'aller à l'école et trouver petit job à eux, rester dans petit job à eux, rester là au payé, tu vois. Mais entreprendre, c'était pas... non, elle m'a pas appris à entreprendre. Déjà à ses premiers besoins. Voilà. Mais on n'apprend pas forcément de ce que l'on entend, mais de ce que l'on voit. C'est ça. Et mon cheminement fait que j'ai fini par entreprendre malgré ce qu'elle disait, puisque j'ai toujours vu une femme vaillante, une femme qui bossait, qui entreprenait et qui dépendait surtout de personne, qu'un patron. C'est ça le truc. Et donc, du coup, naturellement, je me suis dirigée vers ça. Christophe, pour la même question. Formellement, je ne pense pas que ça existe en Haïti. Mais mes parents ne m'ont jamais dit assis-toi, il faut qu'on parle de finances et tout ça. Ça se passe pas. Mais dans notre culture, l'éducation, c'est énorme. Les parents pauvres, riches et tout ça, ils savent que hey, mes enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Je veux que tu deviennes un docteur, un avocat et tout ça. Et ça aide d'une part parce que automatiquement qu'on est mieux éduqué, ça représente beaucoup plus d'opportunités, mais en même temps le monde a changé et nécessairement il ne faut pas être docteur. On a besoin de beaucoup de plombiers, de gens qui font des trucs online et tout ça. Mais ça aide parce que l'éducation, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, la diaspora, quand ils viennent ici, c'est important pour eux que leur fille aille à l'école et automatiquement, ça va mettre ses enfants dans une situation économique meilleure. Et le focus sur l'éducation, comme dans les communautés asiatiques aussi. Alors, on voit que les enfants haïtiens, quand ils vont à l'école et tout ça, ils performent assez bien. Ils excellent. Est-ce qu'une autre... Voilà. Je voulais juste savoir, demander à Christophe ou à Lufette, est-ce que cette obligation dont on parlait tout à l'heure, c'est la seule, mais aussi, on a entendu dans les témoignages tout à l'heure, les gens parlent beaucoup de tontine, ils parlent beaucoup de financement annexe, et ce que nous n'avons pas forcément. Donc ça, j'ai l'impression, pas l'impression, je me demande, est-ce que vous, ça vous a pas aidé aussi? Ah oui. C'est énorme. Hein? Mais vous imaginez même pas, quel que soit l'haïtien qui est ici, alors vous appelez ça tontine, nous on appelle ça sol. Sol. Oui, sol. C'est sol qu'a fait toute bite. Alors, ou bien acheter. Alors, le système, c'est qu'on est à plusieurs, on donne une somme fixe et on perçoit à la fin, donc selon le nombre de personnes qu'il y a, et on perçoit à la fin une certaine somme d'argent. Donc, il y a ce qu'on appelle le sabotage. Donc, si tu veux, c'est plus petit. D'accord, ça va être des 1 600 € à la fin du mois, des 1 800 € à la fin du mois, mais c'est et des petits taux d'intérêt. Et ce qui permet à la communauté de pouvoir faire des choses et de ne pas avoir... Plusieurs choses à la fois. Vous dites plusieurs choses à la fois. Parce que nous, on parle de chitou. Oui, mais c'est la même chose. Mais est-ce que c'est pareil? Vous n'avez pas de taux d'intérêt. Dans le chitou, on n'a pas de taux d'intérêt. Non, mais la personne, il y a quelqu'un... Qui tient le chitou? Qui tient le chitou? C'est une personne voilà. Et cette personne, elle a quelle rémunération? Elle n'en a aucune chez vous. Donc, vous créez la rémunération de la personne qui s'occupe de ça. De ça. Voilà, donc ça peut être à hauteur de par exemple, la dernière main. Voilà, la dernière main, ça appartiendra à la personne. Donc c'est pour ça qu'on parle de taux d'intérêt. C'est même pas un taux d'intérêt, mais voilà. Je comprends maintenant. Et le sol, en fait, c'est pour des questions des flux financiers qui sont beaucoup plus importants et qui permettent des investissements beaucoup plus importants que le sabotage ou encore... Exactement. Le sabotage, ça va être... Alors, le moral, c'est quotidien. Attends, le sabotage. Tu peux peut-être dire, Christophe. Oui, j'allais dire, c'est un autre exemple des Haïtiens, pratiquement... construisant quelque chose de doing something from nothing, pratiquement. Parce que, à cause, justement, parce que
Il n'y a que moi qui n'ai pas compris ou quoi? En fait, c'est faire quelque chose pour J'ai très bien compris, je vous ai dit j'ai très bien compris, je vous ai dit que c'était bilingue, mais je pense à nos téléspectateurs, il faut traduire pour eux là. C'est faire quelque chose à partir de rien. D'accord. Merci. Justement, ça fait 16 ans que je vis aux États-Unis, alors l'anglais c'est... Non, on se comprend. Justement, il y a un manque de système dans notre pays et nous répondons par donner des solutions entre nous. Voilà. Et la cantine, c'est pratiquement donner des opportunités, pratiquement 5 personnes en même temps, $100 chaque. Et $500, qu'est-ce que tu fais avec? Et tu continues à payer, ça nous encourage à sauvegarder notre capital et tout ça. Moi, le seul problème, c'est que je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un exceptionnel dans le work ethic des Haïtiens, pratiquement, dans la façon dont nous faisons les choses quand nous sommes ailleurs. Et même en Haïti, mais ça ne se voit pas parce que le pays a beaucoup de problèmes. Et pratiquement, je pense que les Haïtiens, ils travaillent différemment. Ils ont un cœur, pratiquement. Brigitte. Mais la vérité, c'est que... Brigitte. La vérité, c'est que excuse-moi. le manque d'opportunités. Elle n'a pas expliqué ce que c'est que le sabotage. Alors, le sabotage, ça va durer à peu près une trentaine de jours. Mhm. D'accord? Admettons que vous donniez 20 € tous les jours. D'accord? À la fin du mois, vous avez une somme d'argent et vous donnez à la personne qui tient. Donc, à crier maman sol, c'est qui a l'argent là. Et donc, à la fin, donc, tous les jours, elle distribue de l'argent et tous les jours, elle prend de l'argent. D'accord? Donc, elle prend de l'argent et elle distribue à qui? Aux personnes qui ont donné de l'argent. Et le sol, ça va être un petit peu plus long. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. Ça peut être de très grosses sommes, les 30 000 €, les 40 000 €. Et ça nous permet de... C'est pour ça que vous voyez les Haïtiens avoir des commerces par-ci, des commerces par-là. Mais c'est vraiment grâce à ça, en évitant de passer par la banque. La confiance. Voilà, c'est pour ça que vous avez dit que c'est pas pareil, mais même des fois, il y a eu plein d'initiatives. Il y a des couacs, il peut y avoir des couacs. Mais c'est vrai que c'est le système qu'on a mis en place pour nous permettre, en n'ayant pas de titre, en tout cas en n'ayant pas la possibilité d'avoir accès à des banques, voilà, pour avoir certaines choses. Est-ce que ça fonctionne en Haïti? Ça fonctionne très bien en Haïti, quel que soit là où on est, donc quel que soit le pays, alors, ça tu as fonctionne. dit c'est le sol et le sabotage. Okay. C'est ce à quoi je voulais arriver. En fait, ce système... Le nom n'est pas approprié, hein, sabotage. Ah ouais, c'est ça, même hier. Nous, dans ton entend sabotage. Parce qu'on a une connotation française. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, justement, ce système est mis en place parce qu'il y a une confiance qui a été établie entre les différents participants. Et c'est surtout développé parce que l'accès aux banques est difficile. Mais oui, si tu n'as pas de papier, tu peux pas. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'avec le système, donc pour le sol où il n'y a pas de taux d'intérêt, ça permet aux personnes de faire des investissements beaucoup plus importants et sur plus long terme. Et je vois que vous insistez beaucoup sur le fait qu'il y a quand même une confiance. Je pense que l'Haïtien se fait confiance. Il s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que on est dans l'immigration, on est obligé de vivre, on est obligé de faire des choses. Même si on se critique, on se dit on peut pas faire ici confiance, on peut pas mais malgré tout, il y a la vision commune, un cœur, mais oui, il y a un cœur qui est là. J'ai l'impression que vous avez toi et Christophe, vous êtes dans un monde, vous imaginez un monde parfait. C'est ça. Non, pas du tout. Non, parce que en fait, quand vous êtes critique avec vous-même, mais toujours est-il que ça fonctionne. Toujours est-il que des gens qui n'ont pas de ressources se retrouvent à pouvoir se débrouiller, à très très rapidement se débrouiller. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça ne sera pas parfait. Pour vous te dire une chose, on va faire une émission avec les Sirops libanais, c'est pareil, hein? Ça se chamaille aussi. Mais oui. Par contre, quand on parle argent, tout le monde va parler, c'est tout le monde debout. Et c'est ça qui fonctionne. Moi, ce alors, que ça... Il nous reste 10 minutes. Alors, ça fonctionne. Vas-y. Oui, ça fonctionne, mais nous sommes critiques parce que nous avons besoin de beaucoup plus en tant que communauté. Et vous savez ce qui se passe en Haïti là maintenant. Et la réalité, c'est que notre diaspora, elle est riche assez pour avoir une opinion que
que le monde peut écouter pratiquement. Une voix. La communauté américaine, la communauté haïtienne aux États-Unis, elle est grande. La communauté haïtienne au Canada, elle est grande et elle est riche. Nous ne pensons pas qu'elle est assez cohésive pratiquement. C'est ça le problème. Oui, nous travaillons dur. Oui, nous avons un focus sur l'éducation qui aide aux autres générations de faire mieux et d'être économiquement dans une situation plus belle. Mais la vérité, c'est qu'en tant que communauté, nous devons travailler à communiquer un peu plus pour sauver les autres pratiquement. Alors, justement, on reste avec toi, Christophe. On va parler un peu de tes affaires. On va mettre à l'image, il y a un livre digital que tu as proposé. Et on écoutera aussi, parce que tu as travaillé sur des audios très, très intéressants. Est-ce que tu peux nous illustrer tout ça? On va mettre l'illustration et tu vas pouvoir commenter. Merci. Voilà. Le truc, c'est que je suis l'un de ces Haïtiens qui a eu beaucoup d'opportunités. J'ai déménagé d'Haïti en 2007 et je suis arrivé aux États-Unis et j'ai pratiquement commencé mes études dans ce qu'on appelle une communauté collège. Et c'est des écoles de 2 ans, c'est moins cher. Et on a fait beaucoup de sacrifices pour que j'aille à cette école. Et pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé très dur et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse qui m'a amené à Butner University, qui est une très bonne école en Pennsylvanie, et ça a ouvert des portes. Et ensuite, j'ai déménagé pour New York. J'ai commencé à travailler à le PwC, PricewaterhouseCoopers. Ensuite, un hedge fund, un private equity. Et je travaille spécifiquement avec des gens qui sont ultra riches dans un domaine qu'on appelle family office. Et les family office, pratiquement, ils aident les gens qui sont super riches à faire le management de tout ce qu'ils ont et tout ça. Et pratiquement, ça fait 12 ans que je fais ce que je fais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Et c'est pratiquement parler d'argent, parce que c'est ce que je fais pour ma vie. Et j'ai écrit ce livre et fait Semé est déjà amoureuse de toi. Alors, on va parler de cet ouvrage-là. On va parler de cet ouvrage. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Bâti en mental millionnaire. C'est bâtir une mentalité de millionnaire. Et le truc, c'est que en travaillant pour ces gens et en apprenant ce que j'ai appris et travailler pour un hedge fund, des hedge fund managers, et ces gens, ils sont ultra riches, c'est 100 millions plus. Et j'ai observé que la façon dont ils pensent de l'argent, des ressources et tout ça, c'est totalement différent, parce que la majorité des gens, ils passent leur vie, ils travaillent, ils bossent vraiment, vraiment, vraiment dur. Et la vérité, c'est qu'ils amassent rien. Tandis que les riches, ils ont une façon de faire les choses. Ils pensent de leur fortune, ils pensent à ce qui va se passer demain et tout ça. Et c'est une qualité qu'on n'enseigne pas à l'école. Et on ne sait pas pourquoi. La vérité, c'est qu'on nous apprend la chimie. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup. Pas nos finances. Christophe, c'est passionnant. Malheureusement, le temps file. On va écouter un extrait de tes audios. Merci. Et ensuite, on va donner la parole à Lufette, qui va nous dire ce qu'elle fait. Et ensuite, on finira avec Johanna, du Canada. Ça rime en plus. Je dédie le livre ça à Paola, Olivia et Eva. Sans nous, papa patap mouni et jodi. Moi, aime nous en pile. Si vous avez le livre ça, je n'ai pas assumé 3 bagages de vous. Première, c'est que vous êtes ambitieux. Deuxième, c'est que vous n'avez pas peur d'apprendre. Et troisième, c'est que vous assurément voulez venir riche. Et devinez qui ça? Moi-même tout, moi veux riche. Moi souhaite te gon baguette magique qui te ka juste résoudre petit problème par à ces zéro dans compte en banque. Mais moi désolé pour me dire comme ça que ça pas existé. Mais avant courir bail livre sa vague, pour me dire comme ça tout que ou pas pour quoi. Non seulement ou pas pour quoi, mais c'est pas faute tout. Gen deux mondes. Ça nous est chaque jour devant nous, qui c'est seul ça nous connaît qui existait, hein? Et il y a l'autre monde que nous pas même remarqué, qui a vivre là à côté nous.
Premier monde là souvent résumé en un simple roue qui a viré sous tête li. Que yo souvent relé 9 to 5. Mais dans deuxième monde là Bravo, parce que moi j'ai écouté. Ouais. Jordan qui j'ai entendu. J'étais couchée dans mon lit et je me suis levée. Et franchement, la question qui va suivre, ça découle de ça. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui pour des entrepreneurs en Guadeloupe et ailleurs. Et sa méthode, c'est vraiment ce qui marche. Et ça me donnait des frissons, en fait, quand je l'écoutais. Et ma question est la suivante, c'est-à-dire, vous avez cette facilité à exposer, quel que soit le secteur d'activité, en créole. Nous, ce n'est pas forcément le cas. Alors, d'où ça vient? Parce que le créole, c'est notre langue. C'est la langue nationale. Et même si on dit qu'il y a deux langues en Haïti, pour moi, il n'y en a qu'une. D'accord? Et il y en a une qui nous donne des cours, c'est le français. D'accord. Et oui, vraiment. Et comme on n'est pas sur ce sujet-là, mais j'espère que peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler. Très rapidement. On va revenir vers toi, parce que je suis désolé de vous bousculer un peu. Oui. Christophe, on revient vers toi pour tes coordonnées, parce que je veux absolument que les gens viennent te voir et aillent sur tes plateformes. Lufette, dis-nous ce que tu fais. Alors, on va mettre les images aussi d'illustration. Ok, je vais dire ce que je fais, mais je tiens franchement à féliciter Christophe pour ce qu'il fait. Surtout écrire un livre, sachant que les Haïtiens sont très très mal informés, en tout cas en ce qui concerne la finance, et de l'avoir en créole, quelque chose qui parle au cœur, c'est énorme, vraiment énorme. Et je vais déjà avoir ton livre parce que il le faut. Alors, moi, c'est Lufette, bien sûr, j'ai une roulotte qui se trouve à Pointe-à-Pitre, comme je vous l'ai expliqué. Donc, je sers des plats haïtiens et tout ce qui est fast-food. Donc, ça va être de la restauration rapide, à goulou, bokit, sandwich, enfin, ce genre de choses. Et les bananes pesées, surtout, c'est les bananes pesées. Oui, John, mais les bananes pesées, il faut passer là. Il faut passer là. Alors, à Pointe-à-Pitre, dans le parking du Centre des Arts, en face de Montenol. Et j'ai aussi une autre entreprise, comme je disais, qui... c'est toi qui restes ouvert très tard. C'est ça. D'accord. C'est moi qui a fait brider là. Je dois ça savoir. Et donc, je m'occupe je fais de l'accompagnement administratif pour les Haïtiens dans tout ce qui est leur démarche pour l'accès au titre de séjour et aussi, alors, bandit en créole parce que c'est pour la communauté. Alors, moi, je fais m'aider nous et gagner papier nous, d'accord? Donc, m'aider nous dans tout ça qui est administratif. Donc, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être toute l'autre baguette, tout ça nous besoin là pour m'aider nous faire. Voilà. Très bien. Voilà. Hein? Magnifique femme. Hein? N'est-ce pas? Une autre magnifique femme, Johanna Font, qui est au Canada. Elle travaille pour le KMTOM, c'est ça? KMTOM. Wow, vous manquez point. Alors, tu es consultante certifiée en immigration Canada. Est-ce que tu peux nous expliquer ta tâche? Alors, ma tâche, c'est d'accompagner donc ceux qui Depuis combien de temps tu es au Canada? Là, ça va faire, j'entame ma 8e année. Ok. Wow. J'entame ma 8e année. Tu nous représentes bien. Hein? C'est gentil, merci. On va écouter ça. Ah oui. Donc, mon parcours a été assez perturbant. Bon, je suis arrivée en fait à finir par faire les études dans tout ce qui était loi et règlement de l'immigration pour valider justement le fait d'être consultante en immigration. Donc, c'est un parcours qui est assez grand. Enfin, grand. Non, mais bon. Donc, ce que je fais, c'est accompagner les personnes qui désirent partir sur le Canada, que ce soit pour étudier, pour travailler, pour entreprendre et pour se développer. Et il y a dans l'immigration plusieurs secteurs, en fait, plusieurs catégories qui permettent aux personnes d'immigrer en fonction de leur situation, en fonction de leur situation. Il y a différents critères que demande et qu'exige le Canada. Donc, de manière implicite et de manière factuelle et de manière précise. Et justement, le travail, mon travail, c'est de pouvoir, dans une situation donnée, s'il le faut, moduler la situation de manière... Et ensuite, on peut travailler sur 1 an ou sur 2 ans, de travailler une situation qui permet à la personne d'obtenir les critères valides pour pouvoir partir sur le Canada. Et en fait, voilà. Et en fait, il y a des façons que l'on sait,
justement en maîtrisant justement les règlements et les lois canadiennes sur l'immigration, de pouvoir apporter en fait vraiment une plus-value au dossier pour augmenter les chances d'être accepté. Si je comprends bien, tu accompagnes à partir du projet, tu vas accompagner, orienter de manière à ce qu'il y ait une approbation du gouvernement pour donner un visa. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les consultants, je ne peux pas te dire, viens avec moi, c'est sûr tu l'auras. On ne peut pas dire ça. Parce que si on dit ça, on mentit. Parce qu'il n'y a pas moins qui a validé des dossiers là. On habite en Cabao, c'est tous ces éléments-là. On sait qui j'en pour monter un dossier, on sait qu'à Canada l'a commandé. Et avec ça, moi, on a fait, on a permettre vous, en fait, avec situation, on trouver les éléments qui permettent nous de venir un dossier qui est solide pour passer, pour accepter. Alors, c'est ça, moi, on a fait. Est-ce qu'on a fait pour monde qui, par exemple, pour les Haïtiens, je pense que ça va les intéresser, d'ici pour partir au Canada, mais aussi d'Haïti pour partir au Canada. Et si tel est le cas, comment tu fais pour fonctionner, enfin, pour avoir la communication, sachant que la personne, si elle est en Haïti, comment ça va se faire? Alors, généralement, sans qu'à dire, déjà, félicitations pour le Covid, ça permet nous de voir nous à distance et être tout près en même temps. Exactement. Donc, ça qui va permettre nous, en fait, de en communication, que ce soit par WhatsApp. WhatsApp, franchement, son bitin qui est au top. Parce que, en fait, pour certains monde qui n'y a accès... pour certains monde qui n'y a accès, en fait, à WhatsApp, ça va permettre nous d'arrêter, on masse un téléphone là, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction de qualité réseau là, nous là. Donc, nous pouvons parler par WhatsApp, nous pouvons parler par vidéoconférence, nous pouvons parler par email, nous pouvons parler par SMS, nous pouvons parler en l'obitin. Effectivement, moins qu'on y est là, on pas menti basop, on pas ni pour monde qui vient de Guadeloupe. Tout le monde en moins ici en Afrique. Donc c'est Bénin, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire. On a travaillé avec ces gens là ça et il y a Kazayo et ni certains gens aussi qui au Canada, mais là c'est d'autres parties, sont d'autres moyens de faire pour faire une partie. Effectivement, quand on travaille avec les Haïtiens, on a des petits contacts avec Haïti, mais en plus, Haïti, c'est vraiment particulier. Et dans ça, par contre, ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des dossiers qui vraiment, pire, on a chance de travailler avec des confrères pour nous travailler à ces dossiers-là. Donc, et en tout genre, on a toujours accompagné. Pardon, on n'a pas parlé trop. Non, c'était parfait. Ça rentre dans la boîte. Alors, tout le monde sur le plateau, comment on vous sur les coordonnées, vous donnez les coordonnées, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, monsieur Jean. Donc, alors moi, on est en numéro qui Guadeloupe Cancase fait tout possible pour garder. Donc, c'est le 06 90 38 44 07. Vous pouvez joindre moi par WhatsApp. Le 30 avril, par contre, en cas partie du côté du Canada. Donc, vous pouvez joindre moi ainsi un qui par WhatsApp. Ensuite, on a d'autres numéros qui numéro Canada. Donc, c'est le +1, donc +1, 5 81 777 777 3552. Et numéro là, ça, qui permet de joindre moi. Et vu que nous, ailleurs, aussi, il y a un qui par WhatsApp. Parce que si vous avez un forfait qui est gratuit, pas la peine de crier moi donc pour mettre d'autres à don, débat à l'agent. Un cri, criez moi par WhatsApp, ça va très bien. Il y a un email aussi? Oui, il y a un email. Alors, c'est info- immigration au singulier @commercial donc arrobase kmtum.com. Voilà. kmtum.com. Et vous avez vu la nana, elle va vous recevoir bien. Vous avez vu comment elle est là, donc elle est volontaire. On a confiance. Voilà. Du fait Bernadotte. Dis-nous tout, tes coordonnées. Alors, la Dalimène, 06 96 54 44 60 ou encore 15 42 23. Et pour Tilifet, qui est pour tout ce qui est démarche administrative, c'est 06 90 20 14 98. 98? Oui, 20 14 98. Merci. Mais introduis, comme tu es amoureuse, introduis. Pas du tout. Il n'est plus là du coup. Il est parti? Il n'est plus là. Christophe. Il est là. Oui, je suis là. Oui. On va mettre tes coordonnées. Retrouvez-moi sur Instagram à Christophe BCP. C'est CHRISTOPHE BCP. Quand trop vite. Elle a dit que tu vas trop vite. Christophe BCP. Christophe BCP. D'accord. Et je suis aussi à 717 634 1482. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez le livre.
Et aussi par email, paulinechristophe@gmail.com. Le livre est payant, gratuit. Non, il faut qu'on les ensemble. C'est gratuit. C'est important, c'est gratuit et c'est important que le message passe. Alors c'est totalement gratuit. Ah ouais. Alors Christophe, et on va te recontacter. Très heureux de cette rencontre. Merci beaucoup. Tiens bien fort, frère. Il faut absolument qu'on fasse des choses ensemble. Tu vois, Non, mais pour la Guadeloupe, je pense. Oui, il y a des Guadeloupéens aux États-Unis. Je n'ai jamais vu comme ça. Brigitte, tu témoignes. Comment? Je n'ai jamais vu comme ça aussi, moustillé. Il faut absolument qu'on fasse des choses ensemble. Je ne la retrouve pas. Bon, Jordan nous a dit de quitter le plateau. Christophe, merci. Bonne continuation. Tiens bien fort. Lufette, merci. Je passerai. Je suis couche tard. Avec plaisir. Couche tard et je passerai. Tous les jours, ouvert tous les jours? Tous les jours, sauf le dimanche. Du lundi au samedi à partir de 18h30. OK. Johanna, merci. Avec plaisir. Les coordonnées ont été données. Oui, et vous pouvez aussi me joindre en fait par Instagram. C'est kemtomca.si. Ok, kemtomca.si. KMTUM. Merci. En fait, Kemtom, c'est ça. Merci pour cette émission. Ok. Merci à toi de m'avoir reçu. Mais c'était un plaisir. Voilà. À bientôt. Bon appétit à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 autres sujets avec les communautés. Et j'espère que vous allez bien comprendre, parce que l'objectif de cette émission, c'était bien de noter, de comprendre ce qui fait la réussite, de manière, non pas de jalouser, qu'ont certains monde qui tout le temps à d'ambiter en parole, mais prenez ce qui est bon. Voilà. Pour avancer. Et avancer. Il y a une dame qui a dit ça aussi. Merci. Je m'excuse pour qu'on n'a pas pu passer tous les enregistrements. On a eu beaucoup. Merci à vous. Merci à Jordan. Merci à Canal 10. Merci à Canal 10. Au revoir tout le monde. Il y a le replay.